Bonjour, c'est Robin du journal, pas du journal d'Europe, ça c'est mon autre podcast, pardon, du podcast de l'externe. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les hépatites virales, un épisode de gastroentérologie. Il s'agit de l'item 167. Voilà, item très important, je trouve, les hépatites virales. Assez compliqué à première vue, mais en fait, on va voir que c'est pas si complexe, hein. Ça va être assez rapide. Bon, voilà, un chapitre dans les normes, on va dire, et on commence directement par la définition d'une hépatite. Une hépatite, comme son nom l'indique un petit peu, avec l'étymologie, etc., ça désigne une inflammation du foie. Hépato qui se relie au foie, et it, le suffixe it, qui se réfère à une inflammation. Dans le cas le plus fréquent, il s'agit d'une cytolyse hépatique, avec une élévation des transaminases sériques, ce qui traduit une nécrose des hépatocytes, donc c'est des cellules du foie. Cependant, certaines hépatites sont révélées par une cholestase, voire une forme mixte cytolytique et cholestatique. Donc on peut avoir, en plus de l'élévation des transaminases, donc de la cytolyse, une cholestase, voilà, voire même une forme mixte avec une cytolyse et une cholestase. La première étape dans la démarche diagnostique, c'est de déterminer s'il s'agit d'une hépatite aiguë ou d'une hépatite chronique. L'hépatite aiguë, elle correspond à une inflammation aiguë du foie dont la durée est inférieure à 6 mois. Les transaminases sont fréquemment supérieures à 10 fois la limite supérieure de la normale, donc c'est énorme. Et ce terme ne doit être utilisé que si le foie est antérieurement sain. Donc ça ne survient pas sur un foie pathologique. L'hépatite chronique, quant à elle, elle correspond à une inflammation chronique du foie dont la durée est de plus de 6 mois. Voilà. Alors, tac tac touc. Les modes de transmission, donc ça on va le voir un petit peu après. Voilà, c'est une autre partie qui va correspondre à ceci. Là, on va regarder un petit peu les virus qui peuvent donner l'hépatite. Donc, ça va être les virus de l'hépatite A et de l'hépatite E. Donc, les virus responsables d'hépatite sont nombreux. Il n'y a pas que le... Ah non, c'est le AAE. Ça fait ABCDE, pardon. Les plus fréquents sont les virus hépatotropes A, B, C, D et E, qui sont nommés VHA, VHB, VHC, VHD et VHE. Et ces virus n'ont pas d'action directement cytopathogène. En fait, c'est la réponse immunitaire de l'hôte qui est responsable des lésions hépatiques. Le VHA, lui, n'est responsable que d'hépatite aiguë, et il n'y a pas de forme chronique donc dans l'hépatite A. Les autres virus peuvent être responsables d'hépatite aiguë ou d'hépatite chronique. Ils peuvent donner les deux. D'autres virus peuvent également être responsables d'hépatite uniquement aiguë, et les plus fréquents sont les virus du groupe herpès, comme les virus herpès simplex, Epstein-Barr, CMV, cytomégalovirus, et varicelle zona. Donc là, on en a parlé dans l'épisode précédent sur les syndromes mononucléosiques, un peu, notamment Epstein-Barr et cytomégalovirus. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des virus comme ceux-là qui peuvent donner des hépatites uniquement aiguës. Alors, pour commencer par le virus de l'hépatite A. Donc là, il s'agit d'un virus à ARN. Le mode de contamination, c'est un mode entérique ou féco-oral. Donc là, il se transmet soit en l'ingérant, ce virus, soit par des os, soit des aliments souillés, soit par une personne qui est directement infectée dans l'entourage, comme pour la gastro, etc. C'est un peu le même mode de contamination. Sa prévalence au niveau mondial est d'autant plus forte que le niveau socio-économique du pays est faible. C'est pour ça qu'en France, on n'en a pas énormément. Comme nous, on a un bon niveau socio-économique, on est assez protégé de ça. La France, justement, c'est un pays à faible risque endémique, et ainsi moins de 50% de la population a été infectée par le VHA à l'âge de 50 ans. En France, les personnes à risque de contamination, ça va être les voyageurs en zone d'endémie. Voilà, donc on va dans un pays qui est concerné, on a des risques de l'attraper, bien sûr. Ça va être aussi les sujets en précarité, et également les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, donc les HSH, comme on les appelle, pour raccourcir un peu. Et l'hépatite A fait l'objet d'une déclaration obligatoire, soit par le médecin biologiste, soit par le médecin clinicien qui fait le diagnostic. Voilà pour le virus de l'hépatite A,
qui ne donne que des formes d'hépatite aiguë, on le rappelle. Allez, on va voir l'hépatite E directement, qui est un peu à part aussi. Après, il y a les B et D qui sont un peu plus liés. Donc le virus de l'hépatite E, c'est un virus à ARN également. Et là, le mode de contamination il est différent en fonction du génotype qui infecte l'hôte. En France, l'hépatite E, c'est devenu la cause la plus fréquente des hépatites aiguës virales. La transmission est zoonotique en mangeant les aliments contaminés par le VHE, notamment les viandes de porc mal cuites, les gibiers, et plus rarement, ça peut se faire en travaillant au contact d'animaux, notamment dans les élevages. La transmission, c'est le plus souvent féco-orale dans les pays en voie de développement, zoonotique dans les pays développés, donc par le biais des animaux. Donc là, en France, c'est le cas, c'est surtout la transmission zoonotique. Après la consommation d'aliments contaminés par le VHE, donc comme on l'a dit, les viandes de porc mal cuites ou les gibiers, et plus rarement après exposition au contact d'animaux dans les élevages. Voilà pour le virus de l'hépatite E, qui peut donner les deux types d'hépatite, aiguë et chronique. Les virus des hépatites B et D, donc là ils sont un peu plus liés les deux. Le VHB pour commencer, c'est un virus à ADN pour le coup, donc ce n'est plus de l'ARN mais de l'ADN. Le VHB, c'est un problème de santé publique mondial puisqu'un tiers de la population mondiale est en contact ou a été en contact avec le VHB. Environ 250 millions de personnes ont une hépatite chronique B dans le monde, surtout dans les pays d'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne et la Chine, et l'Amazonie également. Le VHB il a la particularité de pouvoir être responsable d'hépatite aiguë, mais aussi d'hépatite chronique, et le risque de passage à la chronicité dépend de l'âge de contamination. Il y a 90% de risque de passage à la chronicité chez les nouveau-nés, donc c'est énorme, 9 nouveau-nés sur 10 vont avoir une hépatite chronique s'ils sont infectés à cet âge-là par le VHB, 30% chez l'enfant et 10% chez l'adulte. En France, on estime que 7% de la population générale a été en contact avec le VHB, dont environ 280 000 infections chroniques. Ça reste relativement modéré, mais bon, c'est quand même beaucoup, quoi. 7% de la population générale en contact, dont 280 000 infections chroniques. Les principaux modes de contamination, ils sont sexuels, premièrement. Deuxièmement, materno-fœtal, au moment de l'accouchement, ou transplacentaire même, à travers le placenta, d'autant plus que la charge virale de la maman est élevée. Les risques élevés de contamination verticale d'une part et de passage à la chronicité en cas de contamination néonatale d'autre part justifient la sérovaccination précoce systématiquement des enfants de mères porteuses de l'antigène HBs avant la sortie de la maternité. Donc pour faire simple, s'il y a une mère qui est porteuse de l'antigène HBs, donc qui est contaminée et avec un virus actif de l'hépatite B, eh bien on va faire une vaccination du nouveau-né avant la sortie de la maternité, donc la vaccination VHP bien sûr. Et enfin le troisième mode de contamination, c'est le mode sanguin. Donc là ça va être le partage d'objets de toilette, des lésions cutanées, à l'origine de transmission intrafamiliale généralement et au sein des collectivités. Ça peut être des actes médicaux avec des défauts d'hygiène, donc là notamment une transfusion, qui est quand même assez sécurisée dans les pays occidentaux, des chirurgies, de l'hémodialyse, des actes invasifs, de l'acupuncture, même des soins dentaires, et l'utilisation de matériel recyclé, voilà pour les actes médicaux. Pour ça que d'ailleurs on demande le vaccin de l'hépatite B pour les étudiants en médecine. Je pense que là, parmi ceux qui écoutent, on l'a tous fait. Et enfin, il y a la toxicomanie intraveineuse, les tatouages ou les piercings, s'il y a un défaut de stérilisation du matériel. Donc voilà pour les principaux modes de contamination du virus de l'hépatite B, sexuel, materno-fœtal et sanguin. Pour le virus de l'hépatite D, donc c'est le virus de l'hépatite delta, on l'appelle, c'est un virus défectif qui dépend de l'hépatite B pour sa réplication, c'est pour ça qu'on parle des deux en même temps. Il n'existe donc pas d'infection par le VHD sans infection par le VHB. C'est une condition sine qua non. Environ 5% des patients porteurs de l'antigène HBs, donc l'antigène de l'hépatite B, sont co-infectés par le VHD.
Donc le VHD représente très peu de patients au final. Mais voilà, c'est 5% des patients qui ont le VHB ont aussi une co-infection au VHD. Il s'agit d'un virus à ARN pour le coup, donc à la différence de l'hépatite B qui est à ADN. Le mode de contamination il est également par voie sexuelle ou sanguine et c'est un virus rare en France. Les quelques cas qu'on recense, ce sont des cas importés de l'étranger. Toute infection par le VHB conduit de toute façon de manière systématique au dépistage de l'infection par le VHD. Et comme infection sexuellement transmissible, elle doit également conduire au dépistage de l'infection par le VIH et la syphilis. Voilà, donc on le considère vraiment comme une IST. Voilà pour les virus de l'hépatite B et D. Pour le virus de l'hépatite C, donc c'est le dernier dont on va parler, c'est un virus à ARN. Donc si on fait la récapitulation, enfin, le récapitulatif plutôt, de tous les virus, de A à E, il n'y a que le B qui est un virus à ADN. Tous les autres, c'est des virus à ARN. Le VHC, c'est un problème de santé publique mondiale, puisqu'1% de la population mondiale a une infection chronique par le VHC, et la prévalence de la maladie elle est en diminution en France, estimée à 0,7% de la population générale, soit moins de 100 000 personnes. Voilà pour le VHC, donc moins important que le VHB. Donc les modes de contamination du VHC, ça va être comme pour les autres, sanguin, notamment les transfusions sanguines avant 1992. Alors pourquoi 1992? Peut-être qu'il y a une... Peut-être c'était lié au vaccin, je ne sais pas trop. Peut-être ça a été mis en place à ce moment-là, la vaccination, pour l'hépatite C. Ensuite, la toxicomanie intraveineuse, mais également la toxicomanie nasale. Donc on va sniffer de la farine. Ça peut faire des contaminations du VHC. Après, ça peut être une contamination sexuelle, en particulier lors de pratiques avec des risques de plaies ou d'érosion des muqueuses. Par exemple, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, c'est un risque un peu plus élevé. Voilà, parce que eh bien, les orifices utilisés dans ces pratiques-là ne sont pas prévus pour recevoir des va-et-vient, et ça peut être un peu traumatique, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le risque materno-fœtal, donc c'est un mode de contamination également, mais c'est un risque plutôt faible, là c'est moins de 5% de risque pour cette transmission entre la maman et le nouveau-né. Voilà, donc là il y a un bon petit tableau récapitulatif qui est très intéressant, que je vais vous mettre dans la publication Instagram bien sûr. Donc ça reprend tout ce qu'on a dit, les virus de l'hépatite A, B, C, D et E. On a le virus et le génome, donc soit c'est des ARN qui sont enveloppés ou nus, ou ça peut être un ADN pour l'hépatite B. On a la transmission, voilà, avec soit entérique ou féco-oral pour le A et le E, soit sexuel, parentéral ou périnatal, ça c'est pour le B, C et le D. Si ça, il y a un risque de passage à la chronicité ou pas, donc là il y a tous des risques de passage à la chronicité, sauf pour le virus de l'hépatite A qui ne donne que des hépatites aiguës, petit moyen mnémotechnique, A aigu, voilà. Est-ce qu'il y a des vaccins qui existent? Donc oui pour le virus de l'hépatite A, pour le virus de l'hépatite B, qui est également efficace pour celui du D, parce que si on ne chope pas l'hépatite B, on ne chope pas l'hépatite D. Et il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C et pour l'hépatite E. Donc là, j'ai fait une petite boutade du coup sur l'hépatite C, parce que avant 1992, il y avait des risques de contamination du VHC. J'ai parlé de vaccin, et bien en fait non, parce qu'il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a un traitement ou pas? Ça n'en a pas trop parlé, mais on le verra, je pense, à la fin du chapitre. Pour l'hépatite A, il n'y a pas de traitement. C'est une hépatite aiguë, donc heureusement. Et pour les autres, il y a des traitements antiviraux directs, généralement, si notamment c'est des hépatites chroniques. En cas d'hépatite aiguë, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, les principales causes d'élévation des transaminases en dehors de l'infection virale.
Oui, parce que, en dehors d'une infection virale, une élévation des transaminases dans le sang peut avoir plusieurs causes. Il n'y a pas forcément les causes hépatiques. Allez, une petite gorgée de café pour se donner de la force. Donc premièrement, on va voir les causes hépatiques. Voilà, et après on verra les petites causes extra-hépatiques d'élévation des transaminases. Donc pour les causes hépatiques, ça peut être soit une agression des hépatocytes directement, qui est liée par ordre de fréquence à plusieurs choses. Donc du plus fréquent au moins fréquent, ça va être la surcharge en graisse, donc la stéatohépatite qui est liée à l'alcool ou à un syndrome métabolique, le foie gras tout simplement. Ça peut être lié à une agression des hépatocytes par un toxique, donc notamment les xénobiotiques, ça peut être les médicaments le plus souvent, plus rarement une drogue, un champignon, un complément alimentaire ou de la phytothérapie même, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça, à l'automédication. Ça peut être lié à une surcharge en fer d'origine génétique, donc la lémochromatose. Ça peut être également lié à une cause plus rare, comme une hépatite auto-immune, une maladie de Wilson, etc. Et ensuite la cytolyse, pour parler un peu plus d'elle, elle est modérée, donc c'est moins de 10 fois la normale. En cas de stéatohépatite liée à l'alcool ou au syndrome métabolique, également dans l'hémochromatose. Par contre, elle peut être plus importante, cette cytolyse, donc plus de 10 fois la normale, en cas d'hépatite toxique, auto-immune hypoxique, donc là dans les foies de choc, quand il y a un choc quel qu'il soit, un état de choc, eh bien on a une hypoxie du foie, donc ça peut faire ça. Un syndrome de Budd-Chiari aussi, ça peut entraîner une cytolyse importante. Et également à la maladie de Wilson. Voilà, donc là c'est des causes qui sont plus rares, mais ça peut faire ça. Maladie de Wilson, c'est l'accumulation de cuivre dans l'organisme, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie ça rapidement. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça, c'est une toxicose cuprique, donc cuprique liée à l'accumulation de tissulaire de cuivre, voilà, qui a des atteintes hépatiques, cérébrales et péricornéennes. Voilà. D'ailleurs, la maladie de Wilson s'appelle également la dégénérescence hépato-lenticulaire. Voilà, on n'en dit pas plus. Ensuite, donc ça c'était l'agression des hépatocytes. Après, comme autre cause hépatique, on a la mise en pression des hépatocytes. Donc là, ça peut être une hyperpression du système biliaire, soit liée par un calcul, soit par une compression. Voilà, une tumeur, etc. Plusieurs choses. Donc voilà, pour ça que dans la colique hépatique, on a une élévation des transaminases. Or, ça peut être une hyperpression du système veineux sus-hépatique, donc dans le cadre d'insuffisance cardiaque, de thrombose des veines sus-hépatiques. Et ça peut être une ischémie hépatique directement, donc comme dans les états de choc, également les thromboses vasculaires splanchniques, donc de la rate, liées à une thrombose de l'artère hépatique ou de la veine porte. Voilà pour la mise en pression des hépatocytes, qui peut faire également une cytolyse, une élévation des transaminases. On a fait le tour des causes hépatiques, maintenant on va voir les causes extra-hépatiques. Il y en a un peu moins, donc ça, les transaminases, comme c'est également des enzymes musculaires, toutes les atteintes des muscles sont susceptibles de provoquer une augmentation des transaminases sériques. Donc là, ça peut être un effort prolongé, une souffrance musculaire, une myopathie, une souffrance myocardique également, ça va augmenter les transaminases. Et dans ce cas, la cytolyse, elle prédomine généralement sur les azates, et elle est associée à une élévation des CPK, voilà, de la créatine phosphokinase, qui traduit aussi une dégradation musculaire. Voilà, donc ça, intéressant à se rappeler. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les examens biologiques de première intention devant une hépatite aiguë. Sachant que le diagnostic étiologique d'une hépatite aiguë n'est pas que biologique, mais ça peut aider à faire le diagnostic. Donc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de l'hépatite aiguë? Sachant qu'en plus la grande majorité des hépatites aiguës sont asymptomatiques. Donc le diagnostic positif d'une hépatite aiguë va reposer sur des symptômes aspécifiques, comme une asthénie, des céphalées, des nausées, des douleurs abdos et des douleurs articulaires. Certains symptômes ou signes cliniques comme la fièvre, un syndrome pseudogrippal, des adénopathies, une éruption cutanée vont orienter vers une cause virale. Si vous vous rappelez du chapitre qu'on vient de faire, eh bien c'est tous les symptômes qu'on a dans les syndromes mononucléosiques par exemple.
donc ça va orienter plutôt vers une cause virale. Et il y a aussi ensuite un ictère qui peut survenir. En l'absence de signes spécifiques, tout tableau clinique compatible doit conduire à la prescription d'un bilan sanguin hépatique, au moindre doute, qui va comprendre la bilirubine, les transaminases, azathalate, les gamma-GT et les phosphatases alcalines. Donc pour voir si on a une cytolyse hépatique, une cholestase, voilà. Le diagnostic positif, il est posé en cas d'élévation des enzymes hépatiques, en particulier les transaminases, notamment à plus de 10 fois la limite supérieure de la normale, donc une élévation, une cytolyse sévère, on va dire. Un ictère cutanéo-muqueux traduisant une élévation de la bilirubine peut apparaître secondairement sans qu'il n'y ait de signe d'insuffisance hépatique. Et ça peut être plusieurs jours même après le début des symptômes, mais ce n'est pas si fréquent. On peut faire une échographie Doppler, un écho-Doppler hépatique qui doit être systématiquement réalisé pour éliminer une hépatopathie chronique sous-jacente et rechercher certaines causes. Voilà, donc comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas parler d'hépatite aiguë si le foie est malade. Donc lorsqu'on suspecte une hépatite aiguë, on va faire une écho, voire même une écho-Doppler du foie pour voir s'il était pathologique ou pas. Est-ce qu'on a eu une hépatopathie sous-jacente? Voilà, donc les symptômes généraux dont on a parlé, plus une élévation des transaminases sur la biologie, eh bien, ça peut définir une hépatite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Une fois le diagnostic positif établi, il faudra dans le même temps déterminer la cause et la gravité de l'hépatite aiguë. Donc là, quelles sont les causes qu'on doit rechercher et quels sont les principaux diagnostics différentiels des hépatites virales. Donc on va voir tout ça. Je bois une petite gorgée de café. Alors, les causes les plus fréquentes sont virales et médicamenteuses, ce qu'on appelle xénobiotiques, à l'extérieur du corps, on va dire. Voilà. Une démarche systématique à la recherche de la cause permet d'obtenir un diagnostic étiologique dans la majorité des cas, sachant qu'un interrogatoire méticuleux est essentiel. Il faut toujours rechercher la prise d'un xénobiotique. Donc là, c'est la cause la plus fréquente. Au premier rang, eh bien, on a les médicaments, sachant que la toxicité d'un médicament peut être directe, de manière dose dépendante, comme pour le paracétamol par exemple, ou ça peut être une cause de toxicité indirecte, donc là une réaction plutôt immunoallergique. Il faut mener un interrogatoire policier sur les médicaments pris au long cours, introduits récemment ou pris de façon ponctuelle. Voilà, il faut bien penser aussi à la phytothérapie, qui peut donner des hépatites. Et en cas de doute, une déclaration au service de pharmacovigilance doit être faite. Les médicaments ne sont pas les seuls toxiques à rechercher. Il faut rechercher la prise de drogue, notamment l'ecstasy ou la cocaïne, les champignons, voilà, des lépiotes notamment, ou des amanites phalloïdes qui sont toxiques, qui sont même vénéneux, je pense qu'on peut dire comme ça. La présence de compléments alimentaires également et de phytothérapie. Voilà, bon, la phytothérapie, j'en ai parlé un petit peu. Pour moi, c'est un médicament, mais bon, voilà, c'est pas vraiment, c'est des plantes quoi. L'alcool seul ne donne pas d'hépatite aiguë fortement cytolytique. Donc, comme on l'a vu, c'est les transaminases qui sont souvent inférieures à 10 fois la limite supérieure de la normale. Il faut tout de même rechercher la prise d'alcool chronique comme un cofacteur de l'hépatite. L'hépatite alcoolique aiguë, c'est un terme qui prête à confusion, mais qui traduit une décompensation aiguë d'une maladie chronique du foie qui est liée à l'alcool. Voilà. Donc ça, c'était pour les prises de xénobiotiques. Ensuite, on doit faire la recherche des infections virales, qui doit être systématique. Donc là, c'est tous les virus dont on a parlé. Donc l'interrogatoire doit rechercher un facteur de risque de contamination. Les VHA, VHB, VHC et VHE doivent être recherchés de façon systématique. Et le VHD, on doit le rechercher qu'en cas d'hépatite B. On a un tableau qui résume les marqueurs sanguins nécessaires qui sont utilisés pour les hépatites aiguës virales. Donc là, ce tableau, je vais le mettre en ligne sur Instagram aussi. Donc là, ça répertorie un petit peu tous les marqueurs que l'on peut observer dans les différentes hépatites, avec notamment les antigènes, les immunoglobulines que l'on peut avoir, savoir
s'ils traduisent une infection qui est résolutive ou une infection guérie. Et on peut également voir les marqueurs d'une vaccination. Donc là uniquement pour les virus de l'hépatite A et B, parce que c'est les seuls vaccins qui sont disponibles. Voilà, bon, je ne vais pas tout le détailler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous laisserai aller voir ça soit sur la fiche Lisa directement, soit sur la publication Instagram, parce que ça permet de faire un bon récapitulatif. Donc quelques commentaires sur ce tableau-là. L'ARN du VHA, donc de l'hépatite A, il est exceptionnellement demandé en pratique, au niveau pour savoir la charge virale un petit peu, donc ça c'est exceptionnel. En cas d'hépatite aiguë, la sérologie virale C et la recherche d'ARN du VHC sont demandées simultanément. En revanche, en cas d'hépatite chronique, il n'y a que la sérologie de l'hépatite C qui est demandée en première intention. Et à ce moment-là, si la sérologie C est positive, eh bien on recherchera l'ARN du VHC en deuxième intention pour voir si elle est active, l'hépatite C ou pas. Il y a une confusion, attention, qui est possible entre l'infection virale B aiguë et une réactivation virale de l'hépatite B qui peut survenir chez n'importe quel individu qui a été en contact avec le VHB. Et là, la prise en charge est différente, donc il vaut mieux être assez prudent sur l'hépatite B, savoir si c'est une primo-infection, soit une réactivation du virus. La recherche d'autres virus doit se faire en seconde intention, sauf en cas de contexte évocateur ou de contact dans l'entourage. Alors, premièrement, ensuite, il faut rechercher il faut éliminer une cause vasculaire ou biliaire par une échographie qui est couplée à un Doppler. Donc là, une migration lithiasique par exemple, dans la voie biliaire principale, lorsque le diagnostic est fait précocement, ça peut conduire à une élévation importante des transaminases qui souvent prédominent sur les azates. Voilà pour la migration lithiasique. Après, il y a la thrombose vasculaire veineuse, notamment la veine porte, les veines hépatiques. Donc la thrombose vasculaire des veines hépatiques, c'est le syndrome de Budd-Chiari, qui est assez rare, ou Budd-Chiari, je ne sais pas trop comment on dit. Et enfin, l'hépatite hypoxémique, lors d'une hypovolémie, d'un état de choc, d'une insuffisance cardiaque aiguë par exemple, ça va faire une cytolyse très importante qui prédomine sur les azates, avec une atteinte d'autres organes, notamment le rein. Il s'agit dans ce cas d'une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène du foie, et donc ça peut créer cette hépatite-là, qui est hypoxémique. Après, il faut rechercher les maladies plus rares. Donc là, lorsque le bilan étiologique de première intention y reste négatif, il faut rechercher des causes plus rares, mais dont le contexte et les outils diagnostiques permettent souvent de poser le diagnostic. Ça peut être une hépatite auto-immune. Donc là, il faut l'évoquer assez rapidement, en particulier chez les femmes. Les marqueurs, ça va être une forte augmentation des immunoglobulines G et la positivité des anticorps antinucléaires et anti-tissus, donc notamment anti-muscles lisses et anti-LKM. La maladie de Wilson ensuite, donc ça c'est une surcharge génétique en cuivre. Ça c'est assez exceptionnel, mais ça doit être évoqué en cas de maladie familiale qui fait suspecter une cause génétique. Également une consanguinité des parents ou une atteinte neurologique qui peut être associée chez un adulte jeune. Voilà pour la maladie de Wilson. Après, les hépatites aiguës qui surviennent au cours de la grossesse. Ça doit faire rechercher un syndrome HELP avec 2 L. Donc là, je vais aller vous dire ce que ça veut dire de suite. C'est le syndrome d'hémolyse, de cytolyse hépatique et de thrombopénie. Voilà, donc c'est un critère de sévérité de la prééclampsie en fait. Et donc dans le syndrome HELP, on a l'association d'une hémolyse avec la présence de schizocytes. Donc c'est des globules rouges qui sont déformés en fait par l'hémolyse. Et on a également l'élévation des enzymes hépatiques, ASAT notamment, avec une thrombopénie inférieure à 100 Giga par litre. Voilà, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Syndrome d'hémolyse, cytolyse hépatique et thrombopénie. C'est la traduction de HELP. Voilà, et ça signe la prééclampsie. Donc dans les hépatites aiguës au cours de la grossesse, il faut rechercher le syndrome HELP ou la stéatose aiguë gravidique également. Voilà. Et enfin, les infiltrations tumorales du foie, principalement les hémopathies malignes, donc les maladies du sang, les cancers du sang, peuvent mimer parfois une hépatite aiguë. Voilà.
Alors maintenant, on va voir les examens biologiques de première intention devant une hépatite chronique cette fois-ci. Donc, devant l'hépatite chronique, comment on fait le diagnostic? En fait, dans la majorité des cas, les patients sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques, donc peu de symptômes. Et c'est la persistance de perturbations du bilan sanguin hépatique pendant plus de 6 mois qui permet d'évoquer le diagnostic. L'élévation des transaminases dans ce cas-là, c'est le plus souvent faible ou modéré, inférieur en tout cas à 5 fois la normale, et il existe parfois une cholestase qui est associée. Alors il y a plusieurs causes des hépatites chroniques, notamment l'alcool. En France, la première cause, c'est la consommation excessive et chronique d'alcool. Donc là, il faut effectuer un interrogatoire dit policier sur le mode, le type et la fréquence des consommations. Voilà. Ensuite, la stéatose métabolique, donc le foie gras lié à un syndrome métabolique, c'est la deuxième cause la plus fréquente. On doit l'évoquer devant la présence d'un syndrome métabolique, notamment un diabète. Voilà, il y a souvent un syndrome métabolique incomplet. Après, les hépatites virales chroniques B, D et C peuvent également faire des causes d'hépatite chronique, être des causes d'hépatite chronique. L'hémochromatose également, les hépatites auto-immunes et les maladies génétiques rares comme par exemple le déficit en alpha-1 antitrypsine ou la maladie de Wilson. Attention cependant, bien sûr une cause peut en cacher une autre. En effet, il est fréquent d'observer plusieurs causes d'hépatite chronique chez un même patient, et c'est pourquoi il faut être systématique et rechercher toutes ces causes fréquentes. Voilà, c'est pas parce qu'on trouve par exemple une hépatite chronique B que derrière on n'a pas un syndrome métabolique, une intoxication alcoolique chronique, voire même une hépatite auto-immune. Voilà, il faut tout rechercher. Les signes de gravité de l'hépatite chronique, ça va être représenté par le degré de fibrose hépatique, donc c'est-à-dire le degré de la cicatrice fibreuse du parenchyme hépatique, dont le stade ultime de cette fibrose, c'est la cirrhose. Après, on va aussi évaluer le degré d'activité de l'hépatite, qui n'est pas un signe de gravité immédiate, mais qui représente l'importance de l'inflammation, et donc qui va augmenter les risques d'aboutir rapidement à un stade de fibrose avancée. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation de la fibrose qui existent. Donc on peut faire une biopsie hépatique tout simplement qui permet d'évaluer le score de fibrose. Et cette méthode permet également l'évaluation de l'activité histologique de l'hépatite. Voilà pour la première méthode d'évaluation de la fibrose, donc la biopsie. Et après on a des marqueurs non invasifs. Donc là ça sera notamment des marqueurs sanguins avec une mesure de l'élastométrie hépatique. Voilà. Donc ça, c'était pour les signes de gravité de l'hépatite chronique. Maintenant, on va voir les signes de gravité d'une hépatite aiguë. Donc là, l'hépatite aiguë, elle devient sévère quand elle est associée à un taux de prothrombine qui est inférieur à 50%, avec une baisse du facteur 5 de la coagulation. L'hépatite, on dit qu'elle est grave quand, en plus de tout ceci, il apparaît une encéphalopathie hépatique, qui peut être fulminante ou subfulminante en fonction du délai d'apparition de l'encéphalopathie par rapport à l'ictère. Et l'encéphalopathie hépatique, elle se traduit par une somnolence, un astérixis, qu'on appelle aussi le flapping tremor, c'est le mouvement alternatif des mains quand on fait tendre au patient les bras vers l'avant. Voilà, les mains elles tombent, elles se relèvent de suite, ça fait un astérixis. Voilà. Un état d'agitation, c'est également un symptôme de l'encéphalopathie hépatique, et des troubles de la conscience. Une hépatite fulminante, elle peut conduire à une dysfonction de plusieurs autres organes, en particulier la fonction rénale, pulmonaire et également circulatoire. Et enfin, donc les examens cliniques et biologiques qui sont à réaliser en urgence pour évaluer la gravité d'une hépatite aiguë, ça va être les constantes hémodynamiques tout simplement, les signes de choc également, l'état de vigilance, donc l'examen neurologique avec la présence d'un astérixis. On va mesurer ensuite la glycémie, le lactate, après les facteurs de coagulation, donc le facteur 5 notamment, le TP, taux de prothrombine, et également l'INR. Et enfin, on va regarder la créatininémie pour avoir une petite idée de la fonction rénale. Voilà. Maintenant, on va parler du mode évolutif un petit peu des hépatites virales. Donc pour l'hépatite virale aiguë, déjà son pronostic de cette hépatite aiguë, ça va dépendre de la cause.
Pour les hépatites virales, c'est majoritairement asymptomatique, 90% des cas, et bénin. Donc on ne va pas trop s'inquiéter. Là, il y a un petit tableau qui va reprendre la durée d'incubation des différentes hépatites virales, la fréquence également des hépatites fulminantes et la fréquence du passage à la chronicité pour celles qui sont concernées. Donc là, pour en parler vite fait, pour l'hépatite A, on a un délai d'incubation de 10 à 45 jours, avec 0,5% d'hépatite fulminante, donc assez faible, et il n'y a jamais de passage à la chronicité. Comme on l'a vu, l'hépatite A, c'est qu'une hépatite aiguë. Pour l'hépatite B, donc là, le délai d'incubation est plus long, c'est de 60 à 150 jours. Ça peut faire 1% dans des cas, donc c'est 1% des formes symptomatiques, on a une hépatite fulminante. Le passage à la chronicité, il est faible chez les adultes, donc 5 à 10%. Par contre, il est de 90% de passage à la chronicité quand on a une infection chez les nouveau-nés, notamment dans la contamination materno-fétale. Pour l'hépatite C, donc là on est un peu moins d'incubation, de 15 à 90 jours. L'hépatite fulminante est très exceptionnelle. Et le passage à la chronicité de l'hépatite C, c'est de 80%, donc assez élevé. Pour l'hépatite D, donc le passage à la chronicité il est en fonction du VHB tout simplement. L'hépatite fulminante est un peu supérieure, donc on a 1 à 5% d'hépatite fulminante dans les formes symptomatiques de l'hépatite D. Et le délai d'incubation, c'est de 30 à 45 jours. Donc voilà, ça peut être un peu moins long que l'hépatite C. Et ensuite, pour l'hépatite E, donc là on a un délai d'incubation de 10 à 40 jours, à peu près comme l'hépatite A. L'hépatite fulminante est présente dans moins de 5% des cas. Et en plus de ça, c'est principalement en cas d'hépatopathie chronique sous-jacente en France. Et on a un passage à la chronicité de 60% en cas d'immunodépression. Voilà. Ça, c'était pour l'hépatite virale aiguë. Pour l'hépatite virale chronique, donc comment ça va évoluer? La plupart des hépatites chroniques, qu'elles soient virales ou non virales, peuvent évoluer vers la cirrhose et le cancer primitif du foie. Parmi les hépatites chroniques virales, celle qui va exposer le plus au risque de cirrhose et de cancer du foie, c'est l'hépatite D. Voilà, donc elle est un peu plus énervée. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on a le VHB. L'évolution naturelle d'une hépatite chronique virale B. Donc on va se concentrer un peu plus sur celle-ci, qui est la plus répandue. Donc là, l'évolution naturelle de l'hépatite B, c'est la plus difficile à comprendre car elle n'est pas linéaire dans le temps. En effet, on va avoir des lésions hépatiques qui sont liées au statut immunitaire de l'hôte. Et là, l'évolution naturelle est donc différente selon l'âge, la contamination, et ensuite elle est fluctuante au cours de la vie. Il y a plusieurs marqueurs sanguins virologiques qui permettent d'identifier les phases. Déjà, on va avoir le système HBS, qui comprend l'antigène HBS et les anticorps anti-HBS. Et donc là, la présence de l'antigène HBS va signer la présence du virus, qu'il s'agisse d'une IgM anti-HBC ou chronique. Alors là, j'ai pas tout compris. La présence de l'antigène signe la présence du virus. Tac, tac, tac. Bon, pas trop compris. Bon, bref, quand on a l'antigène HBS, donc l'antigène du virus d'hépatite B, ça signe la présence du virus, qu'on soit dans le cadre d'une hépatite aiguë ou chronique. Et chronique, on a des IgG anti-HBC du coup, qui ont le temps d'être faits, ces anticorps. Les anticorps anti-HBS, ils apparaissent en cas de résolution de l'infection. Dans ce cas, ils sont associés à des anticorps anti-HBC. Les anticorps anti-HBS sont aussi présents chez les patients vaccinés. Ils sont dans ce cas isolés et sans anticorps anti-HBC. Donc voilà, HBS et HBC. Ouais, bon. La charge virale mesurée par la PCR quantitative qui permet de détecter l'ADN du virus et son niveau de réplication. Ça, c'est aussi un marqueur sanguin qui permet d'identifier la phase de la charge virale. L'infection virale B chronique est définie par le portage prolongé, donc plus de 6 mois,
de l'antigène de l'hépatite B. Lorsque la contamination a lieu à la naissance, le risque d'infection chronique est élevé en l'absence de sérovaccination. Donc quand on ne va pas vacciner le nouveau-né et qu'il est infecté par l'hépatite B, il y a un passage de chronicité qui est très important, 90% on l'a vu. Lorsque la contamination par contre elle a lieu à l'âge adulte, il n'y a que 5 à 10% des patients qui vont développer une infection chronique. Donc ça c'est plus faible. Quel que soit l'âge de contamination, l'infection chronique par le VHB va évoluer par phases, durant lesquelles les lésions hépatiques sont inconstantes. Il y a certains patients qui vont développer une hépatite chronique avec un risque de cirrhose et même de carcinome hépatocellulaire. Et d'autres, par contre, d'autres patients n'ont pas ou peu de lésions histologiques hépatiques. Et par contre, il existe un risque de réactivation virale qui se manifeste comme une hépatite aiguë. Dans l'infection chronique, on peut avoir des réactivations du virus qui vont faire les symptômes d'une hépatite aiguë. La disparition de l'antigène de l'hépatite B, donc l'antigène HBs, petit s, est associée à une diminution importante des complications. Cependant, eh bien, il existe toujours le risque de réactivation du virus, notamment en cas d'immunosuppression. Et donc là, on a un petit tableau avec les profils sérologiques du VHB. Donc quand on fait la sérologie du VHB, on a plusieurs marqueurs. L'antigène HBs, les anticorps, donc anti-HBC et anti-HBs. Et donc ça, eh bien, ça va définir si on a une hépatite aiguë B, avec les immunoglobulines M anti-HBC, voilà. Ou si c'est une infection qui est guérie, s'il y a une vaccination efficace, etc. Voilà. Maintenant, on va voir l'évolution naturelle d'une hépatite chronique virale de type C. L'infection par le VHC peut être aiguë et environ 20% des patients vont guérir spontanément. En cas d'infection chronique, donc 80% des patients dans le cas de l'hépatite chronique de type C, le risque, c'est la progression de la fibrose au cours du temps jusqu'à la cirrhose qui survient dans 10 à 20% des cas après 20 ans d'évolution. Donc c'est long, mais une personne sur 10, voire une personne sur 5, vont avoir une cirrhose au fur et à mesure de l'évolution de l'hépatite C chronique. Le risque il est d'autant plus élevé et rapide donc, qu'existent des cofacteurs comme une autre infection virale, au VHB, au VIH, et également une consommation d'alcool chronique ou un syndrome métabolique. Voilà. Allez, maintenant on va voir les traitements, et après on finira par la prévention, donc par les vaccins notamment, et on va commencer par les traitements de l'hépatite aiguë. Donc là, le traitement d'une hépatite aiguë, ça va être symptomatique avant toute chose. Il faut contre-indiquer déjà les facteurs aggravants, notamment la prise de médicaments qui sont potentiellement hépatotoxiques, comme le paracétamol, les médicaments potentiellement sédatifs, dont les antiémétiques. Ça, des fois, on n'y pense pas spécialement, mais il faut faire attention à ces médicaments-là. Lorsque l'hépatite aiguë elle est sévère, donc avec un taux de prothrombine, un TP qui est inférieur à 50%, le patient doit être adressé dans un centre de transplantation hépatique sans délai. Le seul traitement de l'hépatite fulminante, qui survient dans de rares cas mais qui arrive quand même, le seul traitement, ça va être la transplantation hépatique. Voilà pour l'hépatite aiguë. Pour l'hépatite virale chronique, dans tous les cas, il y a des mesures générales qui doivent être prises en compte, quel que soit le virus en cause. Donc il faut éliminer tous les facteurs aggravants, notamment la consommation d'alcool. Il va falloir prendre en charge le syndrome métabolique s'il y en a un. Ensuite, il faut rechercher, prévenir et traiter les complications des patients qui ont une cirrhose. Donc là, il y a un item dédié à ça, l'item 279, on y reviendra plus tard. Il faut vacciner les patients contre les autres virus hépatotropes, parce qu'on a vu que la co-infection à un autre virus de l'hépatite peut majorer les symptômes et l'évolution de l'hépatite chronique. Donc, il faut faire les vaccins contre le virus de l'hépatite A et de l'hépatite B, en l'absence de marqueurs et d'immunité acquise, donc avec le tableau un peu des différents marqueurs qu'on peut obtenir sur la sérologie. Et après, il faut mettre en place la prise en charge à 100% dans le cadre de l'ALD, voilà, parce que ça fait partie de l'hépatite chronique d'une infection de longue durée, pour la prise en charge à 100% de tous les soins liés à cette maladie.
Donc pour les traitements du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite D, qui vont de pair, on a vu. Donc il n'y a généralement pas d'indication de traitement d'une hépatite B aiguë, ni d'une hépatite D aiguë. Le traitement d'une infection chronique, par contre, par le VHB, va reposer sur la prise quotidienne d'un antiviral à action directe. Le traitement de l'hépatite chronique delta, donc hépatite D, va reposer sur de nouveaux antiviraux qui ont récemment obtenu une AMM pour ceci. La virosuppression, donc la suppression du virus tout simplement, qui est durable, est associée à une amélioration des lésions hépatiques et également une forte réduction des complications hépatiques. Donc pour le VHB comme pour le VHD, l'indication de traitement antiviral n'est pas systématique et va dépendre essentiellement de la sévérité des lésions hépatiques, notamment l'inflammation et la fibrose, et ça va dépendre aussi également de la charge virale des virus de l'hépatite B ou D. Ça, c'était les principes du traitement. Donc, quand c'est aigu, il n'y a généralement pas d'indication de le traiter. Par contre, quand c'est chronique, c'est les antiviraux. Voilà, en fonction de la sévérité des lésions et de la charge virale. Pour le traitement du VHC, donc en cas d'infection virale C aiguë ou chronique, une guérison virologique est obtenue dans plus de 95% des cas grâce à des combinaisons d'antiviraux à action directe. Les patients guéris, par contre, ils vont garder une sérologie positive, donc des anticorps qui seront présents, et ils ne sont pas protégés contre une nouvelle infection. C'est un peu bête. Mais voilà, on a des anticorps, mais c'est pas pour autant que c'est protégé, qu'on est protégé contre une nouvelle infection. Donc justement, maintenant, on va voir un peu les indications des vaccins contre l'hépatite A et B, parce que c'est les seuls qui existent. Donc pour le virus de l'hépatite A, donc la prévention va consister principalement des mesures d'hygiène simples, comme le lavage des mains et le respect des circuits alimentaires. Il y a un vaccin qui est disponible, et cette vaccination contre l'hépatite A, elle est recommandée dans les situations suivantes. Donc ça va être les sujets à risque de faire une infection sévère, ça va être les patients qui ont une maladie chronique du foie, ou une mucoviscidose aussi. Voilà, c'est ces sujets-là à risque, ou ceux qui sont à risque de disséminer le VHA. Ensuite, les personnels exposés professionnellement, les personnes au contact d'un cas diagnostiqué vont être aussi, on va les encourager à se vacciner contre l'hépatite A, les voyageurs en pays de forte endémie et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Eux aussi, on va leur proposer et leur recommander la vaccination de l'hépatite A. Pour la prévention du VHE, du virus de l'hépatite E, donc pour les génotypes dont la transmission est entérique, donc notamment en zone hyperendémique, la prévention va reposer sur l'application des mesures d'hygiène, tout simplement. Pour les génotypes dont la transmission est zoonotique, comme en France, donc par le biais des animaux, la prévention va reposer sur l'information des personnes à risque qui travaillent avec les animaux, donc les éleveurs. Sur la cuisson des aliments, il faudra être vigilant aussi, mais également par le dépistage des produits sanguins labiles lorsque ces produits sont délivrés à des patients immunodéprimés. Donc voilà, le don du sang, il faudra bien analyser les prélèvements, enfin les produits sanguins labiles, les PSL, pour voir qu'il n'y ait pas de virus de l'hépatite E, notamment quand on les délivre à des patients qui sont immunodéprimés. Et ensuite, pour la prévention du VHB et du VHD. Donc là, ça va reposer sur deux principes. Premièrement, ça va être la lutte contre la transmission de ce VHB, qui consiste en l'utilisation de préservatifs, du matériel à usage unique, notamment lors des soins ou de la toxicomanie, et également le dépistage des donneurs de sang, des donneurs d'organes également. Et ensuite, deuxième principe de prévention du VHB, ça va être la vaccination, qui est l'arme la plus efficace selon un schéma vaccinal qui comporte 3 injections. Donc là, la vaccination universelle des nourrissons, elle est dorénavant obligatoire à partir du 2e mois de vie. Donc c'est un vaccin qui est compris dans le vaccin hexavalent, l'Exion notamment, son petit nom commercial, donc qui comprend le DTPC, qui comprend l'hépatite B et également l'influenzae virus. Hémophilus influenzae, je ne sais plus. Bref, voilà, il y en a 6 à l'intérieur.
Les nouveau-nés d'une mère qui a déjà une infection par le VHB ont une sérovaccination. Donc la sérovaccination, c'est l'injection d'immunoglobulines anti-HBS directement en salle de travail. Donc ça, c'est en plus de la vaccination, dont la première injection doit être faite avant la sortie de la maternité. Donc sérovaccination précoce. Il faut également vacciner les adolescents entre 11 et 15 ans qui n'ont pas été vaccinés quand ils étaient petits, et les sujets à risque élevé de contamination de forme grave. Donc là, c'est notamment les personnes handicapées, celles qui vivent en collectivité également, ceux qui ont des partenaires sexuels multiples, les usagers de drogue, les personnes détenues, donc les prisonniers, on se demande pourquoi, les dialysés, les transfusés, les candidats à la greffe d'organes et les hépatopathies chroniques. Ça peut être aussi les sujets qui sont au contact d'une hépatite B aiguë ou chronique. Voilà. La vaccination elle est obligatoire pour les personnels et les étudiants des professions de santé, pour la protection du soignant en lui-même et la protection des patients, donc des personnes qui sont soignées par ces personnes-là. Voilà pour la prévention du VHP et du VHD. Et enfin, pour la prévention du VHC, donc là, il n'y a pas de vaccin qui existe, donc par contre, la prévention va reposer sur deux principes. Ça va être la lutte contre la transmission et le dépistage. Donc la lutte contre la transmission, c'est comme pour le VHB, ça va être l'utilisation des préservatifs, du matériel à usage unique pour les soins et la toxicomanie, et la sécurisation des dons de sang et d'organes en dépistant les donneurs. Et le dépistage, justement, il doit être largement étendu du fait de la possibilité de traiter les patients. On a vu, il y a pas mal de moyens de traitement du VHC, donc avec les antiviraux à action directe. Et il faut dépister largement les populations à risque, notamment la population carcérale, donc les prisonniers, toujours pareil, les toxicomanes et les homosexuels, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Voilà pour ce chapitre sur les hépatites virales. J'espère qu'il vous aura plu. Il est long, donc accrochez-vous. Vous pouvez bien sûr mettre pause, revenir à d'autres moments un peu plus en détail. N'hésitez pas à aller voir les tableaux que je mets sur Instagram, donc sur la fiche Lisa directement, pour avoir un petit aperçu. N'hésitez pas à l'enregistrer également le post pour l'avoir sous la main, c'est toujours pratique. Et puis voilà, nous on se dit à mercredi pour le prochain épisode. Ciao ciao.